Bonjour Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur ce podcast. Comme tu le sais, on pose des questions chaque semaine et je fais appel maintenant à des experts quand ça dépasse mon domaine de compétences et on m'a posé une question sur comment avancer efficacement dans ces projets et donc j'ai fait appel à une coach en gestion du temps, Delphine Sandrin, et du coup je te remercie par avance de nous apporter tes éléments de réponse. Bien, merci beaucoup Elodie de m'accueillir dans ton podcast et je suis vraiment ravie de répondre à cette question qui effectivement est cruciale chez les entrepreneurs parce qu'on sait à quel point les entrepreneurs sont submergés de tâches à gérer. C'est d'ailleurs ce qui fait une différence, je trouve, avec le salariat, à savoir que quand on est salarié, on est majoritairement concentré sur sa zone d'expertise. Et la grande différence quand on est entrepreneur, c'est que certes, on a sa zone d'expertise, mais on a absolument tout le reste à gérer. Et tout le reste, c'est pas rien, parce que ça peut être de la communication, de la prospection, le fait de créer son produit, le service après-vente, etc., etc. Et tout ça, je pense, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on ne soupçonne pas le temps que ça va nous prendre. D'autant que parfois, il faut se former sur tous ces sujets et donc on peut très vite se trouver submergé. Alors, pour répondre à la question de comment, avancer efficacement dans ces projets, j'ai envie d'y répondre via 3 points. Le premier, c'est d'abord d'être très clair sur, ce qu'on a à faire, sur ce qu'on veut atteindre, sur là où on va. C'est hyper difficile quand on se lance, on a une idée de solution finalement, on voit à quel problème on va répondre, mais savoir où on veut aller, pas toujours évident. Effectivement, c'est pas toujours évident. Néanmoins, j'invite vraiment, tous les entrepreneurs qui sont dans le flou à vraiment clarifier au maximum de ce qu'ils peuvent la direction vers laquelle ils veulent aller. Parce que quand c'est pas clair, quand on manque de clarté, eh bien, il y a un certain nombre de phénomènes qui s'installent, à savoir qu'on est dans le doute, on a des difficultés à décider, on a des difficultés à dire non, parce que du coup, on dit oui à beaucoup de choses, sans trop bien savoir s'il faut dire oui ou il faut dire non. On s'éparpille très facilement. On peut aussi beaucoup plus facilement procrastiner. Et puis, tout ça fait qu'à un moment donné, on n'avance pas aussi bien qu'on voudrait. Et c'est là qu'on commence à perdre confiance en soi, voire à connaître une baisse de motivation. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui ressentent un besoin de plus de clarté, je vous invite vraiment à vous poser et à réfléchir à différents points. Alors, ça dépend de là où vous en êtes, hein, bien sûr. Mais dans ces différents points, il y a qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat? Et un point très important aussi, c'est comment vous allez atteindre ces résultats, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour les atteindre. Alors, je précise qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une clarté sur une année complète. Ça peut déjà être ne serait-ce que sur les 3 mois à venir et c'est déjà OK. Mais en tout cas, faire ce travail de clarification. Et aussi, je précise, dans ce travail de clarification, c'est d'essayer d'être le plus aligné avec soi-même. Et c'est là où c'est encore un autre niveau de clarification, c'est de bien se connaître. Parce que plus on est aligné avec soi et avec ses valeurs, et plus ça va être facile d'avancer. On aura une meilleure énergie, une meilleure motivation, une meilleure résilience. C'est un autre niveau de clarification. Là, il s'agit de se connaître soi. Mais pour moi, ça me paraît aussi très important d'avoir cette clarté à ce niveau-là. Super, ça veut dire que si je sais où je vais, si je sais comment je vais y aller et que je me connais assez pour me dire OK, je vais y aller telle et telle façon parce que je suis comme ça, eh ben je vais gagner du temps au lieu de procrastiner et de me dire où est-ce que je vais, comment j'y vais, ce qui est logique en fait, hein, parce que quand tu dis tout ça, c'est vrai que ça paraît évident, mais c'est un vrai travail d'accompagnement. Et c'est pas évident de se dire où est-ce que je vais, même si au début, je reviens sur ce que je disais au début, c'est vrai qu'on sait ce qu'on veut proposer comme offre, mais finalement, comment on y arrive et c'est quoi des objectifs? Et puis, il y a des personnes qui ont jamais fait de marketing avant, ni de commerce. Du coup, fixer un objectif, c'est un peu lunaire finalement par rapport à leur domaine. Donc, si on se fixe des objectifs et qu'on sait où on va, comment on y va et qu'on se connaît, eh ben, on gagne du temps. Tout à fait. On gagne du temps, on évite l'éparpillement, on évite aussi de se laisser influencer par les autres parce qu'on est au clair, on sait où on va. Donc il y a vraiment beaucoup de bénéfices à être au clair et je te rejoins, ce n'est pas toujours évident de mener ce travail de clarification tout seul. Le fait d'être accompagné peut être là aussi un vrai gain de temps. Que si on ne serait-ce que dans les échanges, de parler avec quelqu'un permet aussi de se poser, de réfléchir, d'avoir une émulation que t'as pas quand tu es tout seul. Exactement. Quand on est avec quelqu'un, c'est vrai que la personne peut avoir ce rôle de nous pousser dans nos retranchements, de nous éviter de nous voiler la face sur certains sujets, et ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans notre clarification.
Super. Donc toi, c'est ce que tu proposes. Et est-ce que justement, tu as des anecdotes, tu aurais une anecdote à nous raconter à ce sujet? Oui, alors je pense à un entrepreneur, mais c'est un peu particulier parce que il est certes entrepreneur, mais il travaille dans une société. Il est détaché dans une société et on a mené ensemble tout un travail de clarification sur ce qu'il voulait concrètement comme type de proposition de mission, parce que c'est quelqu'un qui est sollicité, qui a régulièrement des propositions, des offres et on a vraiment creusé, creusé, creusé et établi, je dirais, quelque chose de très clair sur ce qui lui correspond, ce qui lui convient, ses besoins, ses valeurs, pour pouvoir se dire: «OK, cette proposition, elle correspond en tout point, je dis oui», ou alors cette proposition, elle ne me correspond pas et je sais pourquoi et là je dis non. Et du coup après ça donne une grille de lecture et de décision absolument incroyable. C'est un outil puissant parce que du coup, dans ton accompagnement, comme je connais, j'ai travaillé mes valeurs, c'est ça? Et comme j'ai travaillé mes valeurs, je sais tout de suite si finalement ça va bien se passer ou pas, ou si je vais être épanouie ou pas dans cette mission, parce que j'accepte tel ou tel contrat. Et là aussi, je gagne du temps finalement. Complètement et en fait, ce que, je viens de dire au niveau est-ce que je dis oui, pour des propositions ou pas, c'est complètement valable vis-à-vis de clients, de savoir est-ce que j'ai envie de travailler avec tel client ou pas? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans tel type de projet parce qu'on me le propose ou de partenariat ou pas? En fait, ça peut se décliner à plein de niveaux. Du coup, on a vu ce premier point de clarification, il y a deux autres points, c'est bien ça? Tout à fait. Le deuxième point qui vient juste après, c'est le fait de très bien prioriser. Donc pour bien avancer, en tout cas pour avancer efficacement dans ces projets, il est, de mon point de vue, absolument indispensable de très bien prioriser. Et très bien prioriser, finalement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire passer d'un statut où on est très, très, très occupé et on fait plein de choses, à un statut où on va être très, très, très productif et on va faire les bonnes choses. Il y a une vraie différence entre faire plein de choses et faire les bonnes choses. Et entre les deux, il y a la priorisation. Alors, pour bien prioriser, il y a un outil que pas mal de personnes connaissent, qui est la matrice d'Eisenhower. Je pense Mmh. que tu connais. Je connais bien. Voilà. Bon, ça, c'est assez courant. C'est voilà, entre l'urgent, l'important, le non urgent, le non important. Donc ça, c'est une première façon de bien prioriser. Après, j'avoue que moi, à titre personnel, il y a quelque chose que je préfère à ça, qui est en fait d'appliquer la loi de Pareto, donc qui est aussi connue, hein, mais qui est peut-être un peu plus complexe à appliquer. Néanmoins, je la trouve plus puissante. Donc cette fameuse loi de Pareto qui permet de dire que 20% des actions sont responsables de 80% de nos résultats. Et donc là, l'idée, c'est de passer d'un statut où on est dans 100% d'action avec comme objectif d'obtenir 100% de résultats à je suis dans 20% d'action pour obtenir 80% de résultats. Et ça dégage énormément de temps. Ça oblige à très bien prioriser. Et vraiment, le message derrière cette loi de Pareto, c'est que l'important, c'est pas la quantité finalement des choses que l'on fait, mais c'est véritablement la valeur ajoutée des actions que nous menons. Et ça fait toute la différence. Alors la loi de Pareto, j'en ai entendu parler, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement un petit peu plus sur cette méthode? Oui. Alors pour, bien appliquer la loi de Pareto, la première chose, c'est comme la clarification, ça nécessite de se poser et malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait pas toujours quand on a plein de projets à gérer. Un point hyper important dans la loi de Pareto, c'est qu'à un moment donné, en se posant, ça va être d'aller identifier et de sélectionner, par exemple, les 20 de tâches à très haute valeur ajoutée. C'est d'aller les identifier. Ça peut être aussi d'aller identifier les 20 de clients qui nous génèrent 80 de chiffre d'affaires et de se concentrer sur eux. Ça peut être aussi, et ça rejoint ton domaine, de se concentrer sur les 20 des canaux de communication qui nous donnent le maximum de visibilité et on oublie le reste. Voilà, c'est vraiment ça, appliquer la loi de Pareto, c'est aller chercher ces 20 à tous les niveaux. Donc, c'est pas forcément simple, là encore, à faire tout seul, mais c'est faisable et quand on le fait, derrière, on avance vraiment efficacement dans ces projets parce que du coup, on passe vraiment son temps sur les bonnes choses, celles qui vont nous faire vraiment le plus avancer. OK, très clair, je te remercie d'avoir creusé ce point. Et je crois que tu avais un troisième point? Oui, le dernier point, eh bien, c'est dans la suite logique, hein, c'est le fait de très bien planifier. Hein, on a clarifié, on a priorisé et ensuite il s'agit de très bien planifier. Parfois, ce que je rencontre, hein, c'est que, certaines personnes n'aiment pas planifier parce qu'elles ont l'impression de perdre leur temps. J'ai envie de délivrer le message que non, pas du tout. Planifier, c'est s'arrêter, voire reculer pour mieux avancer et en fait, la planification a plein d'avantages. Ça permet d'être plus engagé dans ce qu'on va faire, ça permet de mieux anticiper, ça permet aussi de bien savoir si entre tout ce qu'on a à faire et le temps dont on dispose, il y a une bonne adéquation. Parce que si les deux ne vont pas ensemble, ne sont pas en adéquation, c'est là que ça déborde et on se retrouve complètement submergé. Donc, il y a vraiment beaucoup de vertus à planifier et comme on dit, un objectif planifié est à moitié atteint.
Donc moi, ce que je recommande par rapport à ça, c'est de vraiment planifier les priorités. Et puis dans la façon de gérer ses journées, c'est de commencer autant que possible par sa priorité ou ses priorités du jour, ou alors de se poser dessus quand on est au maximum de son énergie dans la journée. Parce qu'on n'est pas tous au taquet de son énergie en commençant le matin. Ça dépend de notre chronotype, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est ne pas vouloir s'attaquer à des tâches trop conséquentes d'un coup, parce que c'est la meilleure façon de procrastiner. Il vaut mieux décomposer en petits pas, comme on dit, quitte à l'étaler sur 2-3 jours. Ça, c'est un deuxième point. Et le dernier, je dirais, c'est aussi, autant que possible, quand on se met sur un projet, quand on se met sur un dossier ou à écrire un post pour LinkedIn, par exemple, c'est de se mettre en état de deep work, c'est-à-dire on est vraiment ultra focus, on arrête toutes les notifications, les interruptions, et on est à fond dans ce qu'on va faire. Ça sera un vrai gain de temps. Ça minimisera aussi les erreurs. Et par contre, après, c'est d'alterner avec des pauses pour se recharger en énergie. Et hop, on repart dans une phase de deep work, et ainsi de suite. Eh ben, merci beaucoup. C'est vrai que la planification, moi aussi dans mon métier, c'est hyper important. Et c'est difficile d'évangéliser sur ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais moi, je poste quand je veux, quand j'ai l'inspiration, etc. Mais c'est hyper important d'avoir un cadre et après de pouvoir justement s'autoriser de sortir du cadre, mais d'avoir ce cadre quand même pour pouvoir gagner du temps, être efficace et quel que soit le domaine. Donc c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup, Delphine. Là, on a plein Merci à toi. pour savoir comment gérer son temps et efficacement. Et je te remercie beaucoup et je te dis à ce moment-là, à très bientôt sur les réseaux. Si on veut te suivre, on peut te suivre sur LinkedIn. On peut effectivement me rejoindre sur LinkedIn, sachant que je poste régulièrement en donnant des astuces et des tips sur la gestion du temps. Super. Et ben merci beaucoup Delphine. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.